Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui sur cette chaîne je reçois un invité. Il s'agit de Maxime Amblard, ingénieur en génie énergétique et nucléaire et auteur de Abondance et pénurie, les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique. Avec la situation internationale et le retour de la question de l'autonomie de production des nations, la question de l'énergie est revenue, elle, en force ces derniers mois dans le débat public. Car en effet, sans énergie, il n'y a pas de production agricole ou industrielle, et donc pas d'indépendance qui tienne. De notre capacité à produire l'énergie dont nous avons besoin, dépend donc notre capacité à répondre aux besoins matériels, concrets, physiques du pays. L'énergie est donc plus que tout autre sujet au cœur de tout projet de société, quel qu'il soit, à moins bien sûr que l'on s'imagine que l'on peut déléguer la production de ce dont nous avons besoin à des pays tiers, ce qui semble malheureusement être ce qui s'est fait ces dernières décennies en France. Au-delà de ces aspects scientifiques, évidents, la production d'énergie est donc une question qui est éminemment politique. Mais à l'heure où les rôles de chacun semblent être devenus un peu flous, à l'heure où les politiques se font les héros de la science lorsqu'elle arrange leur discours bien entendu, à l'heure où certains scientifiques se mettent à promouvoir des modèles d'organisation sociale, bref, à une heure où chacun semble sortir de ses attributions et où dans le même temps on commence à se rendre compte que tous ces experts en tout genre qui nous ont abreuvés de discours depuis 40 ans, finalement ont tout laissé tomber et ne répondent plus de rien, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que sans énergie, sans planifier un tant soit peu sa production, la production de ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins des Français, tant que l'on ne fera pas ça, alors la France va rester condamnée à ramasser les miettes qui tombent de la poche des autres. Alors, quelle politique énergétique faut-il pour la France? C'est l'une des questions que nous allons nous poser avec Maxime. Mais renouer avec l'essentiel, c'est aussi se souvenir que c'est aux politiques de fixer l'horizon, aux experts de trouver le moyen d'atteindre cet horizon, mais surtout que c'est aux Français de décider, par la démocratie, quel horizon doit être celui de la France sur proposition des normalement responsables politiques. Et toutes ces questions-là, et bien plus encore, on va les évoquer avec Maxime Amblard dans cet entretien sans langue de bois, avec humour, mais au fond très sérieux, parce qu'il touche à notre capacité à survivre en tant que nation. Sans plus d'embâge, je vous laisse donc le visionner, et je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu es auteur de Abondance et pénurie, les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique. Tu es surtout ingénieur en nucléaire. Alors, tu vas bientôt perdre ton travail, parce qu'il n'y aura plus d'eau pour refroidir les centrales nucléaires. Ah oui, la fameuse polémique de l'eau récente là, qui est lancée par les écologistes en fait. J'ai l'impression qu'ils ont plus de grain à moudre au niveau des contestations qu'ils peuvent avoir face au nucléaire, que visiblement notre gouvernement a enfin décidé, je suis un peu biaisé, mais enfin décidé de relancer véritablement le nucléaire en France, du moins dans les intentions, on va voir dans les actes. Et les écologistes, j'ai l'impression, se trouvent un peu là, désarmés. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors bon, on va attaquer sur l'eau. Ça y est, ils ont trouvé un nouvel os à ronger. C'est l'eau. Sauf que ça marche pas. En fait. Alors pourquoi? Parce que ça, ils ont du mal à le comprendre, j'ai l'impression. La différence entre consommation et prélèvement. Le prélèvement de l'eau, on va faire passer de l'eau pour faire refroidir quelque chose, par exemple, et après on va rejeter cette eau, légèrement plus chaude, mais on va le rejeter dans le cours d'eau. D'ailleurs, la problématique de la température, on peut aussi en parler, c'est pas vraiment une problématique, c'est plus une problématique réglementaire, plutôt qu'une contrainte physique à part entière. Un réacteur nucléaire, tout ce qu'il a besoin, c'est vraiment de l'eau, qu'elle soit à 10 degrés ou à 40 degrés, ça change rien pour le fonctionnement du réacteur nucléaire. Le rendement va être un peu détérioré, ça c'est la thermodynamique qui nous le dit, mais ça arrivera quand même à refroidir le réacteur. La problématique de la température, c'est vraiment une contrainte réglementaire pour ce qui est de ne pas trop réchauffer le cours d'eau pour ne pas déstabiliser la faune et la flore aquatique. Et c'est tout à fait louable. Après encore, il faut revoir la quantification, etc. Mais c'est tout à fait louable, mais en soi, le réacteur, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Par contre, ce qui est déterminant pour le réacteur, c'est vrai, c'est le débit de l'eau en entrée. Il faut un minimum de débit pour pouvoir refroidir un réacteur en fonctionnement, certes. Ce débit, si on met un aéroréfrigérant, les grandes tours, tous les réacteurs n'ont pas un aéroréfrigérant. Ceux qui sont en bord de mer, ils n'en ont pas. Et il y en a quelques-uns en bord de fleuve qui n'en ont pas, parce qu'on a jugé à la conception que le débit du fleuve était suffisant.
Ces aéroréfrigérants permettent de refroidir le réacteur avec un minimum d'eau en fait en entrée, parce qu'il suffit juste de compenser la perte par évaporation de l'eau. Parce que, pour compenser cette perte par évaporation, on va prélever de l'eau dans un cours d'eau, mais c'est l'équivalent de 5 mètres cubes par seconde, c'est un gros ruisseau. Ça va, c'est pas non plus dramatique. Il faut savoir d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a la centrale nucléaire la plus grosse des États-Unis, qui a 3 réacteurs, il me semble 3 ou 4, à Pablo Verde, qui est au milieu de l'Arizona, pas loin de Phoenix, qui refroidit, au milieu du désert, hein, qui refroidit sa centrale avec les eaux usées de Phoenix. Voilà. Donc même dans l'hypothèse où on n'aurait plus d'eau, déjà, avant que le Rhône arrive à sec, franchement, je pense qu'il y a du temps qui peut passer. Mais même dans l'absolu, imaginons il n'y a plus d'eau, on est obligé d'arrêter les centrales en fait, qui sont en bord de fleuve parce qu'il y a une problématique de l'eau, etc. Ça n'empêche pas déjà d'avoir les centrales qui fonctionnent en bord de mer de continuer à fonctionner, parce que ça ne risque pas de manquer d'eau, hein. Au contraire, on aura peut-être même trop. Et surtout d'implanter les nouveaux réacteurs qu'on veut construire en bord de mer, de préférence, et en mettre moins en bord de fleuve. Donc, par exemple, je sais que pour les nouveaux EPR2, il n'y aura pas l'UL qui doit être désigné, il y a Gravelines, donc, qui est à côté de Dunkerque, qui est aussi en bord de fleuve, qui normalement doit être désigné, et possiblement à Bugey, qui est pas très loin de Lyon. Donc c'est au niveau du Rhône, mais il faut savoir qu'à Bugey, la perte par évaporation de l'eau, c'est 0,64% du débit d'étiage du Rhône. Donc c'est rien du tout. Le débit d'étiage, c'est le débit le plus bas qui a été observé du Rhône à cet endroit-là. Bon, c'est rien du tout. Et la plupart des réacteurs, encore une fois, ils prélèvent de l'eau, ils le rejettent dans l'environnement sous forme d'eau, et il y a un minimum de réacteurs, une très faible quantité, qui consomment de l'eau et qui la transforment en vapeur d'eau. Merci pour cette réponse. Alors c'était une question un peu troll, mais au final avec une réponse très sérieuse. Mais ça mérite à mon avis des explications, oui, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, et il y a certaines personnes qui essaient de faire du débunkage, du bon débunkage, notamment sur Twitter, mais quand on voit la force de communication et médiatique qu'il y a derrière, qui est mobilisée par EELV, pour dire des grosses conneries et pour encore faire peur sur des sujets qui pas du tout problématiques et qui ne sont pas une contrainte physique intrinsèque impossible à relever pour le nucléaire. Non, c'est une aparté, mais à chaque fois qu'on entend les écologistes, on a l'impression que pour le renouvelable, des trucs qu'on n'a jamais fait, c'est tout à fait possible de le faire, il n'y a aucune contrainte, c'est possible, si on veut, on peut. Mais alors pour le nucléaire, tout est une fatalité. On n'y arrivera jamais, c'est quelque chose de vieux, on a tout fait, à la poubelle parce qu'il n'y a plus rien à faire de vous. Non, c'est faux, c'est faux. Il y a plein de choses à faire pour le nucléaire, il y a des générations de nucléaire qui arrivent, qui vont pouvoir exploiter le combustible de façon beaucoup plus optimisée qu'aujourd'hui, on en reviendra peut-être plus tard. Et le nucléaire a encore beaucoup d'avenir devant soi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Ça a l'air de beaucoup t'agacer, donc on va passer à un sujet qui va beaucoup moins t'agacer, à savoir comment la France, comment nos dirigeants ont abordé la France sur le plan énergétique. T'as envie de me... Non mais on entame tout de suite dans le vif du sujet. Dans le vif, oui. Voilà. La question c'est comment on est passé en 50 ans d'un système construit dans le but d'être indépendant dans notre production d'électricité à aujourd'hui... On va peut-être vous couper le courant si vous ne mettez pas des pulls à col roulé et que vous mettez un peu trop de chauffage. Alors là, c'est vraiment une question très très large, et qui s'éloigne d'ailleurs de la technique en soi. Il y a un aspect politique, il y a un aspect économique, il y a un aspect sociétal aussi, idéologique beaucoup. Et il n'y a pas que les écolos, je veux dire, les libéraux avec leur marché, concurrence, etc., ont aussi pas mal tapé sur le système énergétique français. Ça tombe bien, puisque justement la première question dans ce bloc sur le sabordage de la France, c'est la question de la privatisation, comment on a privatisé ce qui rapportait chez EDF, et on a quelque part forcé la concurrence sur le marché de l'électricité, qui était un marché où finalement il n'y a pas de concurrence naturelle, mais où au final l'UE nous a imposé qu'on raquette, que EDF s'auto-raquette et vende à perte 25% de sa production à des courtiers qui produisent rien non plus d'électricité. Donc et voilà, non mais enfin
c'est peut-être pas forcément des questions techniques, mais ton ouvrage est quand même aussi assez politique, ou en tout cas il veut donner des armes. Je parle pas de ça, en fait, dans mon ouvrage, je parle pas de ces aspects-là, je parle que de ce qui est lié à la physique. Je parle pas des décisions anthropiques, avec un A, hein, tout aussi débiles puissent-elles être, mais j'en parle pas parce que moi, ce qui m'intéresse dans cet ouvrage, c'est vraiment de déterminer quelles sont les contraintes physiques intrinsèques aux ressources, enfin, qui pèsent sur les différentes sources d'énergie qu'on a à disposition, et au regard de ce que je définis comme étant la souveraineté énergétique, quelles sont les contraintes que je veux, que je priorise ou pas, et ce qui me permet de faire une hiérarchisation après de ce qui est le plus respectueux de la souveraineté énergétique d'un pays et de ce qui est le moins. C'est juste physiquement en fait. Et c'est pas parce qu'on a cette base-là qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi parce qu'on prend des décisions débiles pour s'aborder notre propre industrie énergétique. Alors ça c'est tout à fait possible, l'un n'empêche pas l'autre. Mais en termes de contraintes physiques intrinsèques, est-ce qu'il y a des raisons concrètes et pragmatiques qui font que, par exemple, on a négligé l'entretien des centrales nucléaires, l'abandon à moitié de certaines infrastructures, le fait qu'on n'ait pas prévu de construire de nouveaux réacteurs alors qu'on avait quand même des unités de recherche qui étaient assez avancées. Concrètement et physiquement, c'est quoi qui a bloqué là ? Vu que c'est des décisions politiques, généralement elles sont rarement basées sur le concret et sur le réel, enfin malheureusement. En tout cas à cette époque-là, elle l'était très peu. Il faut savoir qu'un réseau électrique doit toujours être à l'équilibre, entre consommation et production. Ça, c'est la base, ça c'est physique pour le coup. Et ce qui en fait du coup un monopole naturel en fait, parce que c'est une distribution d'un bien entre guillemets à flux tendu en fait, c'est un flux directement, ça ne se stocke pas en l'état, et donc par définition on tend vers le fait que ce soit, je ne suis pas un économiste, mais bon, du peu de ce que j'ai lu, c'est d'accord pour dire que toute la distribution comme ça, par le réseau de transport est un monopole naturel. Pour ce qui est de la production... Parce qu'il faut que, en gros, quand il y a besoin d'électricité, il faut qu'on puisse, chaque foyer puisse appuyer sur le bouton et mettre en route. C'est surtout que si on juxtapose des réseaux de transport différents, ça devient le sbeul en fait, parce que chacun va avoir sa fréquence de fonctionnement. C'était le cas au début de l'exploitation de l'électricité en France dans les années 1900. On avait plein de producteurs différents, on avait même des réseaux de transport différents, et en gros ça se traduisait par le fait que les seuls endroits où il y avait de l'électricité, c'était les villes, parce que c'était là où il y avait le plus de clients, que la stabilité du réseau, elle n'était pas top parce qu'on avait des réseaux différents, et donc on avait des unités de production qui étaient une faible puissance d'unité de production par réseau, donc pour avoir la stabilité, c'était pas forcément génial. Et ils investissaient aussi à cette époque-là très peu dans des grosses capacités de production d'électricité parce que les petites étaient plus rentables. Par la logique du coût marginal, par la théorie marginaliste, la rentabilité est maximisée. Bon là je le dis avec des mots qui ne sont pas très techniques, on va peut-être m'accuser de me taper parce que les économistes vont me dire ah, quelle horreur, qu'est-ce qu'il dit, mais en gros l'optimum est atteint quand la capacité de production est très proche de la capacité de la consommation en fait. Donc c'est une espèce de cote maille taillée, pardon. Mais comme la consommation elle varie en fonction de l'année, évidemment elle varie en fonction de la journée déjà, on a un pic généralement vers 19h, mais elle varie en fonction de l'année, c'est-à-dire en été, au niveau du pic, en hiver on peut consommer parfois 2 fois plus d'électricité qu'en été, au niveau du pic. On peut passer de 40 à 80 gigawatts de puissance demandée. Et en gros, la théorie marginaliste, elle tend à dire que la puissance optimum à avoir sur le territoire, c'est une moyenne. Okay. En gros, c'est une cote mal taillée, on a une moyenne au milieu, donc en été, on n'a pas de problème, en hiver, on passe plus les pics. Et le système européen est calé sur cette théorie marginaliste. C'est pour ça que, notamment, au fur et à mesure du temps, ils ont été obligés de mettre plein de rustines sur des mécanismes de capacité, sur des subventions, sur des trucs qui sont normalement pas censés être là si c'était une concurrence libre et non faussée. Il n'y a pas besoin de mettre des rustines sur un truc parfait. Mais là, ils en rajoutent, parce qu'ils s'aperçoivent que faire une théorie marginaliste comme ça sur ce genre de biens, ça n'encourage pas les entreprises à investir dans des capacités de production parce qu'elles ne sont jamais garanties de pouvoir couvrir l'entièreté de leur coût de production, juste le coût marginal, qui est une part du coût de production, que les systèmes fluctuent totalement. Enfin, il y a plein d'aspects, on va peut-être pas y aller en détail parce que c'est compliqué, mais il y a plein d'aspects qui font que ils sont obligés
de payer le fait d'avoir de la puissance disponible et pas que de la fabrication d'électricité, ça, c'est le mécanisme de capacité. Oui, en fait, on rémunère des producteurs d'électricité pour avoir à disposition de la puissance pouvant être appelée quand on en veut. Voilà. Pas pour le fait de produire de l'électricité avec cette centrale-là, mais pour le fait qu'elle existe, juste, la centrale. Parce que sinon, on n'est pas capable de passer les pics. Voilà. Et ça date de quand? Je reviens juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ça date de quand qu'en France, on a un réseau unifié qui a permis de raccorder tout le monde? Après-guerre, on a, c'est l'arrivée d'EDF, c'est la naissance d'EDF. On a nationalisé tous les producteurs d'électricité, on a nationalisé tous les réseaux, enfin, on a nationalisé tout ce qui existait au niveau de l'électricité, production, distribution, réseau, tout. On a fait une entité unique et on a fait de la planification pour, par exemple, le premier plan, ça a été de déployer l'hydraulique. Avant, il n'y avait pas, on n'exploitait quasiment pas, alors que l'hydraulique est connue quand même depuis longtemps. Depuis la naissance de l'électricité, on sait faire des turbines qui permettent de faire des centrales hydroélectriques. Mais en France, on ne les avait pas exploitées parce que ça aurait fait de l'ombre au charbon, déjà, alors qu'à l'époque, avant-guerre, le charbon, c'était quand même une grosse industrie. Et parce que ça permettait d'avoir une surcapacité de production par rapport à la demande, et donc ça n'allait pas dans le sens de optimiser les gains pour les centrales avec la théorie marginaliste. Parce que là, on est passé sur un autre système, en gros, c'est la péréquation tarifaire. Et en gros, l'État, parce que c'était une volonté, vraiment une stratégie étatique de dire on veut pouvoir avoir la capacité de surproduire de l'électricité et on veut la vendre à un coût qui est le plus faible pour le consommateur. Donc en fait, on va garantir à EDF que vous allez pouvoir couvrir vos coûts de production, voire un peu plus, mais on veut vraiment que le coût de production, enfin la moyenne pondérée des coûts de production de toutes les unités qui produisent de l'électricité, soit au plus proche de ce que paye l'utilisateur à la fin. Et pas le coût marginal de production de la dernière unité qui rentre en production et du coup qui est beaucoup plus élevé que le coût de production moyen pondéré. J'ai fait un graphique sur Twitter notamment pour illustrer ça. Je me suis amusé à reprendre de 2021 à mi-2022, là on a eu les gros pics de prix de l'électricité, voir ce que ça aurait donné en faisant la moyenne pondérée du coût de production de chacune des unités qui ont participé à la production d'électricité en France, et de considérer les échanges import-export avec un coût marginal par contre. En fait, c'est comme si on décidait de sortir de la tarification européenne pour le marché national, et quand on a besoin d'échanger de l'électricité, on le vend avec le mécanisme du taux marginal. Et on divisait au moins par deux le prix de l'électricité. Donc pendant plusieurs dizaines d'années, on a eu finalement c'est ça qui nous a garanti qu'on avait un accès à une électricité fiable et la moins chère d'Europe. La surproduction d'électricité et qu'en plus on en vendait, c'est ça ? On en vendait parce qu'on était volontairement, et par une stratégie d'État, on voulait être le fournisseur d'électricité de l'Europe en fait. Donc on en vendait, on était vraiment en surproduction. Donc on était sûr de passer nos pics hivernaux de consommation, et en plus on en exportait à l'étranger, donc on se faisait de l'argent grâce à ça. D'accord. Ah oui, parce que contrairement à ce que d'autres nous disent, non mais je sais plus quoi faire quand j'entends ça, mais nous dire que oui, si on sort du marché européen de l'électricité, on n'a plus d'interconnexion avec les autres pays. Non, en fait, les interconnexions, c'est des lignes électriques qui traversent les pays. On ne va pas faire sauter des lignes électriques si on sort du marché européen. Il faut arrêter d'être débile, en fait. Et ça existait avant le marché européen. Il y en avait moins, mais ça existait quand même, avant. Et on échangeait de l'électricité, on en vendait, on en achetait. D'ailleurs, les Anglais ont fait leur Brexit, et pourtant on continue à échanger de l'électricité avec eux. Ouais. Donc c'est un flux physique. Il vaut mieux pour eux d'ailleurs, visible. Oh, ils n'ont pas forcément fait les bons choix. Parce qu'ils appliquent encore la théorie marginaliste pour ce qui est de leur tarification de l'électricité, donc ils font un peu les mêmes conneries que si on faisait dans l'Union Européenne. C'est pour ça que leurs prix sont assez élevés. Comme quoi, sortir de l'UE ne garantit pas qu'on a une politique cohérente derrière. Ah non, mais absolument pas. Retrouver sa souveraineté, ça ne veut pas dire qu'on arrivera à ne pas aller dans le mur. Mais on ira souverainement dans le mur. Par contre, on peut... Ou pas. Par contre, on sera libre de ne pas y aller. Alors que si on n'a pas notre souveraineté, on sera dépendant de ce que décident les autres. Et si les autres ont décidé de nous amener dans le mur, alors on pourra rien faire. Et c'est un petit peu là ce qui s'est passé. C'est pour le marché de l'électricité, c'est la douille. Mais accuser toujours l'Union Européenne, c'est bien une chose, mais la France a quand même signé les traités. Et nos dirigeants ont signé les traités. Voire les a initiés. Et parfois on est plus zélés, on est encore plus zélés pour l'application. Pour revenir sur la question du nucléaire, on nous a quand même pas mal vendu qu'il fallait absolument, comme l'Allemagne justement, pour revenir à la question de l'Europe, comme l'Allemagne, il aurait fallu sortir absolument du nucléaire. Est-ce que c'est une décision qui se justifie scientifiquement,
Ou est-ce que c'est idéologique pur? Ou est-ce qu'il y a des intérêts en jeu? Enfin, est-ce que c'est... Au moins déjà, est-ce que ça se justifie scientifiquement, pragmatiquement, j'ai envie de dire, parce que le but c'est quand même qu'on ait de l'électricité, si possible la moins chère et la moins coûteuse possible, et la moins carbonée possible. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que scientifiquement sortir du nucléaire a un sens? Je vais revenir sur une anecdote que j'ai entendu ça lors de l'audition de la commission d'enquête de Nicolas Sarkozy, qui était président du coup à l'époque de la décision de l'Allemagne de vraiment arrêter tous les réacteurs qui restaient. La décision de l'Allemagne de sortir progressivement du nucléaire était déjà actée depuis longtemps. Hein. Ils ont un passé vraiment très très compliqué avec le nucléaire, et leur politique énergétique pensait déjà ça. Fukushima a donné un boost. Il faut rappeler quand même que Fukushima, l'accident nucléaire de Fukushima, qui a fait fondre 3 réacteurs nucléaires de la centrale sur 6, est quand même initié par l'un des tremblements de terre les plus puissants qu'il y a jamais eu sur l'archipel, et l'un des tsunamis les plus puissants qui a aussi touché l'archipel, qui a ravagé des kilomètres de côte derrière. Il y a des centrales qui étaient en bord de mer, pareil, sur la même côte, en fait, qui ont été touchées, mais qui n'ont pas eu de problème, qui n'ont pas eu ces inondations, etc. Fukushima Daiichi, la digue n'était pas assez haute, donc il y a eu l'inondation. Il y a eu des pertes de possibilité de refroidir les réacteurs, ce qui les a fait fondre. Il y a eu un mort par irradiation. Un. Il y a eu 12 000 morts du tsunami, de l'eau, du raz-de-marée, hein. Un seul mort par irradiation. Et l'UNSCEAR, qui a sorti plusieurs papiers, plusieurs méta-analyses, donc c'est des regroupements d'analyses différentes, etc. C'est ce qu'on peut faire de plus solide en fait en termes d'analyse scientifique, conclut que la radioactivité déposée, parce qu'il y a eu des rejets radioactifs indéniables, la radioactivité déposée sur les terres en fait, qui ont été touchées, donc, qui étaient dans le sens du vent, est de l'ordre de la radioactivité naturelle. Ça c'est quelque chose qu'avait aussi dit Tristan Camin quand il était venu sur cette chaîne. Et dans les commentaires, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient dit que c'était pas vrai, qu'il y avait eu beaucoup plus de morts que ça, mais non, des radiations. Non, enfin, je veux dire, à un moment, vous pouvez être convaincu de tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas capable de regarder, d'observer les faits en face et d'accepter la réalité du monde, vous vivez dans un autre monde. Vous vivez dans votre esprit. Donc vous n'êtes pas rationnel. Donc, à un moment, on ne peut pas discuter avec vous, en fait. C'est pas possible. Parce qu'il y a des choses... Moi, je ne fais que relayer. Non, mais avec ces gens-là, il y a quand même une différence entre les opinions et les faits dans ce monde. Et les faits ont un pouvoir argumentatif qui est quand même beaucoup plus fort que les opinions, parce que c'est l'observation réelle du monde. Donc, à un moment, quand on renie l'observation réelle du monde, c'est qu'on ne vit plus dans ce monde-là. Les platistes, les machins, ils sont dans un autre monde, mais ils ne vivent pas dans le monde réel, je suis désolé. Les insoumis. Oui, ça c'est autre chose. Allez, c'était le petit taquet au passage. Non, mais en plus, ils sont anti-nucléaires. Du coup, en lien avec l'audition de Sarkozy, parce que l'Allemagne a décidé suite à Fukushima de faire ça, il dit, il parle de sa discussion avec Merkel à cette époque, où Merkel décide de fermer toutes les centrales de Bavière, et Sarkozy dit à juste titre, mais il est où le tsunami en Bavière ? Il est où le tsunami en Bavière? Et pareil, ceux qui disaient... Autant c'est à cause de lui qu'on est sur le marché vis-à-vis de la loi l'électricité, NOM, voilà. C'est à NOM. cause de Sarkozy, mais là, il faut reconnaître qu'il a eu le bon mot. Quoi. Il faut reconnaître qu'il n'a jamais, en tout cas, voulu s'aborder l'industrie nucléaire et c'était un nucléaire convaincu. Après, non, juste l'économie de la France. Mais c'est un libéral. C'est un libéral aussi. Donc il a été logique jusqu'au bout dans sa théorie libérale, ce qui n'a pas forcément fait du bien au nucléaire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il faut quand même... pas dire non plus que Sarkozy c'est un ange. Hein. Voilà. Mais en tout cas sur cet aspect-là, oui il a raison, il est où le tsunami en Bavière? C'est pareil, Fessenheim il disait oui il y a des risques d'inondation, oui le tsunami à cause sur le canal d'Alsace, excuse-moi, mais bon, pas demain qu'on le verra. Hein. Surtout qu'on nous dit oui il y aura un assèchement des cours d'eau. En plus le tsunami c'est encore moins probable. Il y a eu un mini tsunami sur les mini réacteurs. Non mais en plus suite à Fukushima. Déjà, le Fukushima ne peut pas forcément arriver en France. Les tsunamis qu'il y a eu, bon, ok. Mais en plus, on a ajouté des modifications, qu'on a appelées des modifications post-Fukushima, sur toutes nos centrales nucléaires, même celles qui sont au milieu de la Loire. Enfin, Belleville, par exemple, donc au milieu de la Loire, là, au risque de tsunami, voilà, on a mis des ailes d'ultime secours à quelques mètres de hauteur,
justement éviter ces problèmes d'inondation. Donc on est quand même, on se remet toujours en question et on fait des évolutions au fur et à mesure de ce qu'on observe à l'étranger sur tous nos réacteurs. On ne peut pas en dire autant des Américains, par exemple. Les réacteurs américains, ils n'ont pas d'obligation de changer, de réévaluer leur niveau de sûreté de façon continue. En France, si. Voilà. Mais aussi parce qu'il y a eu un État planificateur qui a imposé ces normes-là, aux États-Unis. Oui, par exemple, oui. Et qu'on a un seul exploitant sur tout le parc nucléaire français. Oui, aux États-Unis, c'est un privé qui peut très bien racheter la centrale et la... Exactement. Généralement, aux États-Unis, il y a un exploitant par centrale. À peu près. Comment ? Comme dans les Simpsons. Comme dans les Simpsons, exactement. Pour revenir aux aspects physiques, en termes de... on va commencer par quoi ? D'impact environnementaux, c'est le plus faible. Enfin, j'ai les chiffres là, donc je vous le dis, ça sera plus simple. C'est pas toi qui le dis, c'est écrit dans ton livre. Oui, voilà, je peux le dire maintenant. Ouais. Impact sur l'environnement, alors ça c'est en termes de points, parce que c'est plein d'impacts en fait qui vont être concaténés en un seul. Donc le nucléaire c'est le plus bas, 0,1. Pour vous donner une comparaison, le charbon c'est 17. Okay. Voilà, donc 170 fois plus, on n'est pas loin. L'éolien est pas très loin, c'est 0,2, 0,3. Et pour ce qui est de l'impact sur la santé, impact sanitaire, le plus bas c'est l'éolien terrestre, 0,6. C'est changement climatique inclus, tout ça. Après c'est le nucléaire, 0,7. Ouais, et la comparaison c'est le charbon, c'est le plus haut, encore une fois c'est 32,6. C'est l'impact sur la santé. L'impact sur la santé. Ouais. Donc ça prend en compte... Avec l'éolien, ça prend en compte, trucs aussi qui sont pas reconnus et qui sont... Après, ça va pas faire changer radicalement, ça va peut-être faire monter à 0,8 par exemple, mais ça va pas faire monter ça au niveau du charbon par exemple. Et ça prend en compte formation d'oxydes photochimiques, formation de particules fines, amincissement de la couche d'ozone, émission de rayonnements ionisants, au nucléaire notamment, et rejet de matières toxiques. Voilà, ça c'est pour ce qui est des aspects environnementaux et sanitaires. Donc évidemment, le nucléaire est la source, c'est évidemment, mais peut-être pas évident pour tout le monde, mais c'est la source de production d'électricité qui émet le moins de gaz à effet de serre par unité de production d'énergie, enfin d'électricité. Ça, il faut le redire et le redire et le redire parce qu'il y a encore des gens chez qui ça n'imprime pas. On est à 4 grammes par kilowattheure quand l'éolien est à 12 à peu près, c'est l'ordre de grandeur, et le charbon est à 1000. Bon, voilà, je veux dire, peut pas mieux faire quand même. Ouais. En termes de coût de production de l'électricité, alors là c'est aussi un autre débat. Parce qu'il y en a, ils comparent le coût de production des modes pilotables avec des modes fatals, comme l'éolien et le photovoltaïque, sauf qu'il faut comparer quand même... Juste la définition, qu'est-ce que tu appelles fatal ? C'est un autre terme pour dire intermittent, donc moi je le trouve plus pertinent. C'est simplement que... On subit le flux d'énergie primaire en entrée. On ne peut pas le contrôler. D'accord. Donc la machine tourne, le convertisseur tourne, quand on a l'énergie primaire que Mère Nature décide de nous donner, le vent, le soleil. Alors que la centrale nucléaire, quand on veut l'allumer, on peut l'allumer. Sauf maintenant, sous cas exceptionnel, mais ça se programme en fait, ça s'anticipe la plupart du temps. Ça s'anticipe quand, encore une fois, on a des gestionnaires qui ont pour habitude d'anticiper. Oui, et puis quand on a anticipé, la capacité de production aussi, parce que si on réduit notre capacité de production, forcément on a moins de marge de manœuvre si jamais on a des pépins. Ça aussi, ça s'anticipe la possibilité d'avoir des pépins. Absolument. Voilà, donc ça c'est typiquement la corrosion sous contrainte qu'on a eu récemment. Il y a une accumulation de plein de choses, il n'y a pas ça, il y a corrosion sous contrainte, il y a le grand carénage, et en plus, il y a décalage de gestion de combustible à cause du Covid. Donc c'est vraiment triple peine en fait. Donc au niveau du coût de production, le nucléaire reste quand même très très compétitif, faut pas se nier. Le nucléaire actuel, c'est à peu près, alors selon la Cour des comptes, c'est 60 € le mégawattheure. Le nucléaire, après le grand carénage, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, c'est à peu près encore du 60 ou du 80 € par mégawattheure, mais ça reste très abordable par rapport à d'autres sources qui sont plutôt autour de 100, 140, 120. Et le nouveau nucléaire, pour Flamanville, qui a quand même explosé tous les records en termes de dépassement des budgets, on reste autour de 110 € par mégawattheure. Il n'y a pas une explosion du coût de l'électricité. Oui, et pourtant on nous l'a vendu comme étant le projet faramineux, très cher. Ah oui, il a coûté cher, oui, mais le coût de production de l'électricité n'est pas forcément très impacté. Il y a aussi une autre subtilité pour le nucléaire, c'est que la plupart du coût de la... mais parce qu'une infrastructure pareille, ça demande un investissement énorme, mais après le retour sur investissement est encore plus énorme. La grosse part qui fait le coût de production de l'électricité nucléaire, c'est la construction initiale en fait.
C'est pas forcément le combustible et c'est pas forcément la maintenance ou quoi que ce soit, c'est vraiment la construction initiale. Et ce paramètre-là dépend énormément du taux d'actualisation. Donc le taux d'actualisation, c'est si on avait placé cet argent, l'argent qu'on met pour construire ça ailleurs, quel aurait été le rendement qu'on aurait eu? C'est quelque chose de très très financier, hein, pour le coup. Et quand on emprunte de l'argent sur les marchés financiers ou par des intermédiaires privés, on a un taux d'actualisation qui est généralement très élevé, 8%. Mais quand on passe par des emprunts d'État, par exemple, on a un taux d'actualisation qui est très bas, 2% par exemple. Et la différence du coût de production d'électricité nucléaire entre un taux d'actualisation à 8% et à 2%, c'est du simple au double. C'est du simple au double. C'est-à-dire qu'à 2%, on est à 50 euros le mégawattheure, à 8%, on est à 100 euros le mégawattheure. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les centrales à gaz à charbon, parce que la grosse part de leur coût de production est détenue par le coût du combustible utilisé. Il y a toutes ces petites subtilités-là qui font dire que c'est vraiment pas une fatalité, en fait, le nucléaire. Ça dépend de beaucoup de choses qu'on décide et beaucoup d'arbitrage. Et si on voulait vraiment rendre cette électricité la moins chère, on pourrait, en fait. On arrêterait d'être débile et d'aller chercher l'argent par des intermédiaires privés sur des marchés financiers ou par le bon gré de la Commission européenne, par exemple. La Commission européenne qui n'a pas forcément un intérêt à ce que la France développe un nucléaire bon marché. Les Allemands n'ont pas l'intérêt, après. Oui, bon, la Commission européenne. Oui. Voilà. Le dernier point dont j'aimerais parler, et qui n'est pas des moindres, parce qu'il est très attaqué, c'est sur les réserves. Les réserves d'uranium. Ça aussi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, et encore la dernière en date, c'était Ségolène Royal aux commissions d'enquête parlementaire, et dire oui, nous n'avons plus de réserves d'uranium, d'ici 50 ans, ça va se tarir, etc. Non, c'est faux. Même, en fait, en France, déjà, vu que l'uranium est un métal, en fait, et donc c'est une source d'énergie très concentrée, qu'on exploite très mal avec les réacteurs actuels, mais c'est très concentré, donc en fait, il y en a quand même beaucoup. On en a pour 5 ans. On a 5 ans de réserve, en fait, du fonctionnement du parc nucléaire français sur notre territoire. C'est pas beaucoup. Par rapport aux 6 mois de gaz ou de charbon, ou de pétrole, par rapport à quelques mois de pétrole ou de gaz, c'est quand même beaucoup, 5 ans. Parce que ça nous laisse quand même le temps de nous retourner en termes de fournisseurs si jamais on a un pays qui décide de nous serrer la bride. Et nos fournisseurs, c'est plusieurs pays. Parce que là, actuellement, voilà, on n'exploite plus les filières en France. On va au Canada, au Kazakhstan. Canada, Kazakhstan, Australie, ça c'est les principaux. Niger, de moins en moins, parce que la teneur diminue de plus en plus, donc c'est moins intéressant. Mais Orano, par exemple, qui est quand même l'entreprise en France qui détient le carnet de commandes des mines à travers le monde, c'est la seule entreprise mondiale qui exploite des mines d'uranium qui n'est pas sur son territoire. Nous, on va les exploiter ailleurs. Enfin, on va pas les piller, contrairement à ce que j'entends, les trucs caricaturaux de on va payer le Niger, machin, bidule. Non, le Niger, déjà, ils sont bien contents. Leur président l'a avoué il n'y a pas si longtemps, ils sont bien contents que l'entreprise française soit là-bas. L'entreprise française ne détient que la moitié de l'entreprise locale, en fait, qui exploite les mines. Le reste, c'est Niger. Et on a formé les Nigériens pour justement arrêter d'envoyer des Français là-bas et pour que ce soit eux qui l'exploitent et qui récupèrent les compétences, les technologies et la valeur. Oui, donc c'est pas une pratique néocolonialiste. On n'est pas en train de piller, il faut arrêter les conneries. Voilà, on n'est pas en train de piller, c'est un partenariat, c'est pas un pillage. Voilà, ça, je mets les points sur les i. Et même si ça posait problème, c'est ça le truc, non. Si ça posait vraiment problème à ces personnes-là qui dénoncent à juste titre, qui s'inquiètent au moins, du moins, des conditions d'exploitation sur site, etc. En France, on a de quoi satisfaire la consommation énergétique primaire de notre pays à hauteur de ce qu'elle a été. Ma base c'est 2021, mais c'est encore valable pour 2022 ou ça va être valable pour 2023. Tout confondu, pétrole, gaz, charbon, hydraulique, vent, tout, absolument tout. On peut satisfaire cette demande énergétique primaire là grâce à nos réserves d'uranium appauvries. La conséquence de l'enrichissement du combustible, enfin de l'uranium, on a de l'uranium appauvri dans des entrepôts. On peut manger dessus, c'est pas radioactif. Pendant 2000 ans, en France, ici, sur notre territoire, en France, 2000 ans. 2000 ans. Il y a possibilité de le reconvertir en uranium Alors justement, dans les réacteurs qu'on a aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un combustible, une technologie telle qu'on a besoin d'avoir du combustible enrichi. Et dans ce combustible-là, on n'exploite que la capacité énergétique de à peu près 1 ou 2% de l'uranium naturel. D'accord.
Ça, c'est la technologie qu'on a actuellement. Encore une fois, c'est pas une fatalité. Et si donc, Orano a 30 ans de réserve en carnet de commande d'uranium, et si on est vraiment dans la merde, on peut réenrichir le combustible appauvri qu'on a, et ça nous fait 30 ans de plus. Ça donne de la visibilité, même avec les réacteurs actuels. Si on change de technologie, qu'on prend les surgénérateurs, les réacteurs surgénérateurs comme étaient Superphénix, Phénix et comme devait l'être Astrid. Oui. Là, on peut en théorie exploiter. Alors, la théorie dit que c'est 100% de l'énergie contenue dans l'uranium naturel. La pratique, il y a toujours bien sûr des contraintes technologiques qui fait que c'est plutôt autour de 80-70%. Mais c'est toujours mieux que 1 à 2%. Oui. Et donc on démultiplie les réserves qu'on a, et c'est pour ça qu'on arrive à 2000 ans avec notre réserve d'uranium appauvri en fait. 2000 ans, on deviendrait l'Arabie Saoudite du nucléaire. Quoi. Le Wakanda du nucléaire. Et puis là, pour le coup, on pourrait inonder nos voisins d'électricité bas carbone sans aucun problème. Mais on le fait pas. Il y a eu un choix de ne pas le faire. Mais on le fait pas. Et alors justement, sur les questions des responsabilités, puisqu'on entend beaucoup aujourd'hui le discours qui tend à mettre un petit peu ce sabotage de notre capacité de production électrique sur le dos des écolos. Alors que, il est absolument pas question de dire que les écolos n'ont pas pratiqué un lobbying intense contre le nucléaire, et ce, notamment sous l'impulsion des Verts et des Verts allemands, puisque c'est un peu... c'est lié quand même. Voilà, ils sont un peu liés. Ou même de Greenpeace. Hein. Ah oui, mais... Greenpeace, oui. Je l'entends pas trop gueuler contre le nucléaire américain. Non, pourtant, grâce à leur lobbying, c'était il y a quelques années, il y avait une majorité de Français qui pensaient que le nucléaire était une des sources... C'est très concentré en Europe, leur lobbying anti-nucléaire. Ouais. Et donc, bref, donc les écolos, effectivement, il y a eu un lobbying assez intense, mais ils n'ont jamais non plus été aux commandes du pays, et ils n'ont jamais eu à prendre des décisions concernant les grandes orientations économiques, politiques. Donc... Et là, de nos jours, on a quand même tendance à entendre un petit peu de la bouche de ceux qui ont cautionné l'abandon du nucléaire, l'abandon des programmes de recherche, etc. Tu parlais d'Astrid. Maintenant, qui disent « Ah, c'est la faute des écolos. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu facile quand même de... Bon... J'ai pas entendu, enfin je sais pas, ça vient de la bouche de qui ça dans les journaux, moi je l'ai dans les journaux, chez les politiques de droite souvent, enfin souvent des gens qui ont été aux manettes, plus ou moins, dans les ministères, qui ont travaillé, ou soit qui étaient élus de la nation aux époques où on a pris ces décisions-là, hein, que ça soit sous Hollande ou sous Jospin, voilà, c'est ça. Et on va nous dire oui mais bon les écolos quand même qu'est-ce qu'ils ont fait du mal, et puis il va y avoir des éditos dans la presse qui vont dire oh là là c'est la faute des écolos quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait du mal. Alors moi je veux bien que leur discours il ait absolument aucun sens, mais en attendant c'est peut-être un peu ceux qui étaient aux manettes qui... Non, c'est facile de dire voilà. Ça c'est sûr, hein, parce qu'ils ont rien... La désinformation qui a touché le nucléaire, elle a été quand même... Enfin, l'État n'a pas fait grand-chose pour l'éviter. Et elle laissait passer des informations factuellement fausses sans aucun problème. Un véritable gouvernement qui ne voulait pas tolérer ce genre de discours parce que faux, enfin factuellement faux, il aurait fait déjà en sorte que ce discours s'arrête déjà, et il aurait peut-être même appuyé le nucléaire en débunkant ces fausses informations, en disant non c'est faux, ce qui est vrai c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, j'aime pas le mot de débunkage parce que y a aussi des mecs qui s'en réclament. Oui non, mais parce que les mecs qui s'en réclament maintenant ils ont un rapport à la science qui est le même que le rapport que les évêques devaient avoir à la Bible au XVe siècle. Enfin, on en est aussi là, donc bon, j'aime pas trop le mot de débunkage, mais en tout cas en rétablissant les faits et le réel en fait, oui je vois ce que tu veux dire. Parce qu'à une époque, il n'y a pas si longtemps, il y a quand même quelques années, 2018-2019, il y avait une majorité de Français qui pensaient que le nucléaire contribuait au réchauffement climatique. Oui, par l'émission de dioxyde de carbone. Oui, non mais c'est fou. C'est fou. Et c'est seulement dans les dernières années que la tendance s'est un peu inversée. Oui. Mais oui, c'était... Et même moi, je veux dire, même nous, au fil d'actu, on se disait, oui, quand même, on est anti-nucléaire. Enfin, on avait complètement acté que c'était une réalité, que c'était pas bon pour le réchauffement climatique, que ça faisait des déchets, qu'on savait pas comment s'en occuper, etc.
Et après, ça fait partie des points, en tout cas moi, sur lesquels j'assume, je me dis, oui, je me suis trompée. Parce qu'il n'y avait pas de contradiction médiatique. Mais c'est ça, il n'y avait aucune contradiction. En fait, les seuls faits que tu avais, c'était, la CRIRAD, machin, et puis tout le monde était universellement nucléaire, non merci. Et puis en fait, tu te rends compte, au bout d'un moment, tu te poses la question, tu te dis, mais en fait, pourquoi ? Et quand tu commences à te demander pourquoi, tu te rends compte que en fait, j'ai peut-être été victime d'un lobbying assez intensif et qui émane, même dans mes cours d'allemand. Quand j'étais au collège, dans mes cours d'allemand, on me vantait, alors dans les années 2000, l'Allemagne, on te vantait le pays écolo, qui avait abandonné le nucléaire, qui était respectueux de la nature, etc. Et on voit le résultat aujourd'hui sur leurs émissions carbone, sur leur consommation de gaz, le fait qu'ils réouvrent des mines de charbon, parce que là, le gaz, ça commence à être compliqué. En France, aujourd'hui, je vois encore des documents qui sortent d'évaluation d'élèves dans l'éducation nationale qui classent le nucléaire comme énergie fossile. Non. Encore aujourd'hui. À égalité avec le charbon, le gaz, le pétrole. Non, le nucléaire est quelque chose d'à part, c'est une énergie, à strictement parler, c'est une énergie métallique. L'uranium, c'est un métal. Voilà, c'est vraiment quelque chose... c'est quelque chose d'à part, voilà. On ne peut pas le comptabiliser ni dans du renouvelable, parce que c'est vrai que c'est pas renouvelable. C'est abondant, de ce que j'en ai dit, parce que j'ai juste parlé de nos réserves chez nous, mais je vais pas parler de thorium, je vais pas parler de... Il y en a un paquet quand même. Mais c'est pas renouvelable, mais c'est pas fossile non plus, c'est vraiment indépendant, et c'est bas carbone. Non, mais c'est ça, on pourrait se dire que c'est absurde, en fait, ce qui a été promu par rapport au nucléaire pendant toutes ces années. Mais c'est décorrélé de la réalité. Oui, c'est décorrélé de la réalité, mais du coup, tu te dis, si ça a été promu, c'est que ça doit bien profiter à quelqu'un pour qu'on nous impose cette logique-là depuis 40 ans, que ce soit la droite au pouvoir, la gauche au pouvoir. Rationalité scientifique, tu suis l'argent. Oui, c'est ça, en fait, c'est la logique de marché qui est derrière ça, et donc... Comme on a pu en discuter à un moment, c'est plus facile d'exploiter des énergies renouvelables dont les infrastructures sont plus facilement constructibles. Comme les éoliennes. Comme les éoliennes. Les panneaux photovoltaïques aussi, ou des centrales à biomasse, ou tout dans le genre. Dont l'exploitation est plus facile aussi, et dont le temps de retour sur investissement est plus court, et l'investissement initial est plus léger. Des trucs en somme que n'importe quelle start-up qui touche des subventions parce qu'ils sont écolos peut se targuer d'aller implanter 3 éoliennes par-ci, quelques panneaux photovoltaïques par-là. Mais moi je suppose aussi que la mode actuelle des SMR, les Small Modular Reactors, les petits réacteurs modulaires, ça va aussi dans ce sens-là. C'est pour permettre au privé de s'emparer de ce genre de technologie. Alors, concernant cela, je suis content qu'en France, on ait un redémarrage de nos ambitions nucléaires, après que ça passe par des startups qui sont chapeautées par le CEA, par exemple, etc., ils s'adaptent aux conditions que leur pose le président, par exemple, parce que le seul moyen d'avoir les subventions de France 2030, je crois, c'est de passer par l'intermédiaire de startups. Mais pour moi, ça va peut-être en froisser quelques-uns, mais étant donné qu'on a des ressources limitées sur ce domaine-là, qu'on a des compétences limitées, on n'a pas non plus, donc ça court pas les rues, les neutroniciens, donc mettre des petites startups en concurrence les unes entre elles, les unes par rapport aux autres, aller balancer du pognon à chacune d'entre elles, et puis voir qui survit à la fin de la foire, c'est pas la façon la plus optimisée d'aller rapidement vers de la technologie 4e génération. Et puis c'est pas la façon la plus optimisée d'assurer une production d'électricité qui soit à faible coût et qui garantit à tout le monde qu'on va pas avoir froid l'hiver et qu'on va pouvoir faire tourner les congélateurs et le chauffage. Et en plus on va multiplier les installations nucléaires, on va multiplier les localisations d'installations nucléaires, et je suis pas sûr que ça plaise aux gens forcément. Donc, du coup c'est pas très... le mot qui nous vendent là à la mode en ce moment c'est la sobriété. C'est pas très sobre ça quand même. Pour moi c'est pas optimisé. C'est loin d'être optimisé ce genre de... Il y en a d'autres qui diront peut-être le contraire, mais pour moi, ça n'engage que moi, c'est vraiment pas la chose la plus optimisée qu'on puisse faire pour ce qui est de relancer un programme nucléaire digne de ce nom. Alors justement, on va en parler puisqu'on passe... ça fait une très belle transition pour la deuxième partie sur les faits actuels, ce qui se passe en fait depuis que Macron est là. C'est assez difficile de trouver une cohérence dans la politique énergétique de Macron.
ce qui semble changer d'avis en fonction de l'ère du temps. C'est-à-dire que, bon, il a fermé Fessenheim comme il s'y était engagé pendant sa campagne. Tu l'as dit, il a arrêté Astrid, donc le programme de recherche en gros sur le recyclage de l'uranium, voilà, de manière compter quand il était ministre de l'économie aussi. Oui, effectivement. Oui, mais là on va parler d'Alstom et je vais m'énerver, donc ça va. Voilà, pardon. Donc, mais oui, effectivement. Oui, pendant tout son premier mandat, en tout cas, il donnait l'impression de vouloir continuer sur la voie allemande, sortie du nucléaire, développement à fond des ENR. Depuis 2020, il semble avoir changé d'avis, mais pas complètement non plus, parce que d'un côté, il nous parle de construire de nouveaux EPR, des mini-réacteurs, donc effectivement dans l'idée d'avoir des petites startups qui vont pouvoir exploiter un mini-réacteur par-ci, un parc éolien par-là, voilà. Mais en même temps, il nous parle... il continue de pousser à fond les renouvelables. La dernière loi là, sur l'accélération. Voilà. En même temps, comme dirait l'autre, il nous annonce qu'il va relancer à fond le nucléaire, ce qui est plutôt bienvenu. Mais en même temps, la fermeture qui était prévue des réacteurs, elle est toujours inscrite dans la loi, ça n'a pas été annulé. Ah, ça a sauté, je crois, dans la dernière. Ah, dans la dernière. Alors, celle d'accélération, justement, du nucléaire, parce qu'ils ont fait l'accélération du renouvelable, maintenant ils font l'accélération nucléaire. Ils ont fait sauter la limite de 50%. La limite des 50%, oui, ça j'ai vu. Ils ont fait sauter. La limite de puissance maximum du parc, qui était à 63 gigawatts, ils ont fait sauter aussi. D'accord. Et il me semble, c'est prévu, en tout cas, Maud Bréjon l'a dit, d'accord. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas, bon, okay. Mais ils vont aussi, parce que c'est pas tenable en fait, en termes d'approvisionnement énergétique, mais ils vont arrêter leur délire de vouloir absolument arrêter encore 12 réacteurs là, d'ici 2030. Non. D'ailleurs, même, il y a l'autorité de sûreté nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire parle d'évaluer la possibilité de prolonger à 60 ans les réacteurs. Et tous, parce que je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible par rapport à d'autres. Et aux États-Unis, à titre d'exemple, ils ont autorisé l'exploitation à 80 ans. Et c'est pas exclu qu'ils puissent monter à 100 ans. Mais ça, encore une fois, c'est pas un truc tombé du chapeau. Parce que dire oui, les réacteurs sont trop vieux, il faut les arrêter, ça aussi c'est une débilité abyssale. Dire qu'un réacteur est trop vieux, ça n'a aucun sens en fait. Okay. Parce qu'un réacteur, il a été conçu initialement pour pouvoir fonctionner au moins 40 ans. Les gens oublient le au moins. C'est au moins, c'est une garantie. Et arrêter un réacteur au bout de 40 ans en disant il est trop vieux, c'est comme jeter son ordinateur au bout de 2 ans parce que la garantie est passée. C'est aussi débile. Ça n'a aucun sens. Non mais j'aime bien la manière très cash et très franche de poser les choses. Non mais il faut, là on en est au stade où il faut arrêter de faire des circonvolutions et machin, il faut dire les choses comme elles sont et quand c'est débile, c'est débile. Dans un réacteur nucléaire, tout se change. Tout se change sur 2 éléments. La cuve qui contient le combustible et l'enceinte de confinement en béton extérieur. L'enceinte de confinement extérieur est facilement accessible, donc en soi on peut toujours garantir son étanchéité avec des réparations, ça c'est pas un problème. La cuve, elle, on peut pas l'enlever, on peut pas la changer, donc c'est elle qui paramètre la durée de vie du réacteur. Ce qui fait vieillir, entre guillemets, la cuve, c'est l'endommagement neutronique. Donc quand on fait des réactions de fission, on va avoir un atome d'uranium, par exemple, qui va capturer un neutron, ça va le déstabiliser, il va se casser en deux, et il va émettre 3 autres neutrons. Parmi ces 3 autres neutrons, il y en a un qui va reproduire une fission, et il y en a 2 autres, ils vont alors soit être capturés par un autre élément, voilà, soit se barrer. Et c'est en se barrant de la zone géométrique de la cuve, quand il va s'en aller, il va possiblement interagir avec des atomes de la cuve, ce qui va déplacer le maillage, en fait, parce que les atomes ont un certain maillage pour faire la résistance de la cuve, ça va déplacer des atomes dans ce maillage, et au bout d'un certain nombre de déplacements, ça fragilise la cuve qui doit quand même tenir 155 bars, 155 fois la pression atmosphérique. Et à force de fragiliser cette cuve-là, on appelle ça le vieillissement en fait, parce qu'au bout d'un moment, elle ne pourra plus tenir la pression, et du coup, il faudra forcément arrêter le réacteur. Et là, on surveille, tous les 10 ans, on va récupérer des éprouvettes en fait, à l'intérieur du réacteur qui ont été soumises à des radiations, et on voit comment ça a changé, on fait des surveillances, tous les 10 ans, on réévalue tout ça, et tous les 10 ans, EDF doit justifier de pouvoir faire fonctionner le réacteur 10 ans de plus. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, donc il n'y a pas de deadline, c'est terminé, deadline idéologique j'entends. Par contre, si l'autorité de sûreté nucléaire n'est pas convaincue, elle peut dire non, là on s'arrêtera là.
Mais la gestion du combustible qu'on a mis à l'intérieur a été optimisée par rapport à ce qui était prévu à la conception. Donc on a réduit ce qu'on appelle l'affluence cuve. L'affluence cuve, c'est du coup le nombre de neutrons qui s'en va et qui interagit avec la cuve. Donc en réduisant l'affluence cuve, forcément on allonge la durée de vie possible de la cuve par rapport à ce qui était prévu initialement. Comme quand tu mets un réducteur de pression sur ton tuyau d'entrée. Exactement, tu vas pouvoir rallonger la vie de tes tuyaux. Exactement. Okay. Et c'est pour ça qu'un réacteur nucléaire, qui était prévu à l'origine à 40 ans, peut fonctionner peut-être 60, 80, voire 100 ans, si jamais l'affluence cuve n'a pas été trop importante durant l'exploitation du réacteur. Et ça laisse le temps d'anticiper et d'en construire de nouveaux. Exactement. Entre-temps. Et oui. Voilà. Et parce que par contre, ça se construit pas comme ça en... Ah non, ça pousse pas comme des champignons, hein, ou comme des éoliennes. Comme des champignons nucléaires. On commence pas à leur faire peur là, parce que... Ah oui, un réacteur nucléaire aussi... Non, ça pousse pas comme des éoliennes ou des champs photovoltaïques. Là. Non, par contre ça produit beaucoup plus. Oui. Et ça dure plus longtemps aussi. Et accessoirement, ça produit aussi quand on en a besoin. Et ça produit quand on en a besoin. Ah oui, accessoirement, un réacteur nucléaire ne peut pas faire une explosion comme il y a eu à Hiroshima, Nagasaki. C'est pas possible. En fait, le combustible n'est pas assez enrichi à l'intérieur pour faire ça. Et l'explosion qu'il y a eu à Fukushima, c'est l'hydrogène qui s'embrasait. Oui. C'est pas... Et Tchernobyl, on n'est même pas sur la même technologie de réacteur. On n'est pas du tout sur la même technologie, et Tchernobyl, c'est la cocotte minute qui a fait exploser le couvercle. C'est de l'eau qui s'est évaporée de façon instantanée, la pression a augmenté, et le couvercle a fait tout. Et il n'y avait pas d'enceinte de confinement, là. Donc forcément, c'était mis à l'air libre. Et il y avait du graphite dedans, ce qu'on n'a pas nous. Le graphite, c'est du carbone, ça brûle. Donc forcément, ça a créé un incendie. Voilà. Donc on n'est vraiment pas du tout sur... En fait, Tchernobyl, c'est des RBMK, c'est le réacteur nucléaire le plus low cost qu'on ait pu faire dans le monde. Donc autant dire que la sûreté était low cost aussi. Oui, vu l'époque et vu le lieu, oui, ça avait l'air assez low cost de toute façon. Voilà. Et ils ont tout fait pour faire péter, enfin ils ont respecté aucune règle de sûreté, et en gros ils ont tout fait pour faire péter le réacteur. Enfin, ils l'ont amené dans un état physique qui était même, genre, les concepteurs le pensaient impossible cet état physique. Quoi. Ah ouais. Jamais ils se sont dit on va arrêter l'arrêt d'urgence, on va relever toutes les grappes. Enfin, il y avait une méconnaissance physique du système, il y avait une méconnaissance totale des... Enfin, c'est pas une méconnaissance, mais une rupture totale par rapport aux règles basiques de sûreté, et une pression hiérarchique qui était énorme. En France, on n'a pas tout ça, en fait. Même en France, vu que les automatismes prennent le dessus par rapport au pilotage réel de l'opérateur, on ne peut pas arrêter l'arrêt d'urgence, par exemple. D'accord. On ne peut pas le désactiver. L'automate va prendre le relais automatiquement, et dans les règles de sûreté, dès qu'il y a un problème sur le réacteur, la règle de sûreté impose que l'opérateur tout s'autogère en quelque sorte pendant 20 minutes. Donc l'opérateur n'a rien à faire pendant 20 minutes, comme ça il a le temps d'observer, il a le temps d'analyser la situation et de ramener le cœur dans un état sûr après. Mais sur du court terme, l'arrêt automatique des réacteurs se déclenche, il y a des systèmes de sûreté qui se déclenchent en fonction des paramètres physiques qui sont... de l'évolution des paramètres physiques, et tout est fait automatiquement. Et alors pour revenir à la France, donc sur le plan de relance du nucléaire vanté par Emmanuel Macron, après avoir continué à le saborder, enfin, qu'est-ce qui est réel en fait là-dedans ? Qu'est-ce qui est réel, et est-ce que ce projet de relance, est-ce qu'il est sérieux ? Est-ce qu'il répond aux besoins ? Est-ce que c'est... Je pense qu'Emmanuel Macron, je ne suis pas dans sa tête, hein, mais au début de... Vous ne voulez pas y être. Heureusement pour toi, oui. Mais au début, il a voulu poursuivre dans la continuité de Hollande pour avoir les écolos sous sa botte, à mon avis. C'est calcul très cynique et très politique, mais je pense que ça correspondait au personnage. Voyant qu'il avait sa majorité LREM sans l'aide des écolos, il a dit... il s'est dit, plus besoin de mettre le nucléaire sur l'autel sacrificiel pour continuer à faire plaisir aux écolos. Et avec le rapport de RTE qu'il a commandé et qui est arrivé, je pense qu'il s'est rendu compte quand même, et peut-être qu'il a été aussi un peu mieux conseillé que Hollande, il s'est rendu compte, mais sans avoir la pression des Verts derrière, que le nucléaire était quand même essentiel. Et était quand même bien utile dans ce pays pour pouvoir maintenir un système économique. Et puis peut-être aussi que le changement de direction de l'opinion publique aussi a joué, parce que c'est quand même quelqu'un qui suit les tendances de l'opinion publique. Qui a l'air de dire aussi ce que les gens ont envie d'entendre. Et mine de rien, en 2017,
Les gens, je pense, étaient beaucoup plus massivement anti-nucléaires. Et la crise Covid de 2020... C'est vrai, la crise Covid nous a fait rendre compte que le nucléaire, c'était fiable. Qui a mis à jour, en fait, la crise de la production qui a lieu en France. Ça a fait que les gens se sont dit, attendez, en fait, je vais me renseigner. Peut-être que le nucléaire, en fait, c'est pas si déconnant que ça. Et je sais pas, après j'ai pas les sondages là en tête, quoi, mais il faudrait regarder, je sais même pas s'ils existent, est-ce que vous êtes il y a des évaluations tous les ans, je pense, que par l'IRSN. il y a 5 ans, 6 ans et aujourd'hui, oui, quand je regarde les comptes des opinions, ça change. Sur un changement d'opinion. Même les Allemands deviennent majoritairement pro-nucléaires. Même Greta Thunberg Oui. D'ailleurs, en parlant du Covid, on peut reconnaître la super bonne organisation d'EDF vis-à-vis de la crise sanitaire, qui a réussi à continuer à faire fonctionner ses réacteurs. Ils avaient un plan sanitaire. EDF avait un plan sanitaire en cas de... C'est ça qui est très bien avec le nucléaire. Ça a juste un héritage du nucléaire. En nucléaire, on fait des études pour tout. On essaie d'anticiper tout, le pire des choses qui puissent arriver tout le temps. La chute d'un avion, la rupture de tuyauterie, l'éjection de grappes, etc. Tout ça, on l'anticipe, on fait des études de sûreté, on fait des calculs, des simulations pour justifier, toujours une fois encore, justifier à l'autorité de sûreté nucléaire qu'on est capable de maintenir la sûreté. Et EDF, son but, c'est aussi d'être capable de maintenir l'exploitation, et donc même dans l'exploitation, ils ont des plans antiterroristes, des plans crise sanitaire, pour faire en sorte que les équipes qui pilotent le réacteur ne se croisent jamais, par exemple. On est toujours du personnel en backup, qu'ils soient isolés, confinés, etc. Et ils ont réussi à continuer à nous fournir de l'électricité. Mais il y a un moment, ce fonctionnement-là, ça va clasher avec le fonctionnement économique, financier, qui est celui de notre société actuelle. Il y a un moment, la réduction des coûts, on va venir nous la chanter aussi. Sur EDF, il y a quand même le projet Hercule, qui est pour le moins plus ou moins abandonné, mais qu'on va nous ressortir de toute façon d'une manière ou d'une autre, puisque c'est dans l'agenda de la Commission européenne et que Emmanuel Macron n'a aucune raison d'aller contre. Donc là, on va arriver à un choix crucial en fait. Oui, on va arriver à un choix de société, mais fondamental. En fait. Et le truc, c'est que les gens commencent vraiment à se rendre compte qu'avoir un monopole d'État comme ça qui exploite de l'électricité, qui fabrique de l'électricité de façon aussi fiable, c'est quand même pas si mal. Donc on a pendant longtemps, on a tapé sur EDF en disant ils sont trop payés, ils sont machin, ils ont trop d'avantages, etc. Moi, personnellement, je préfère qu'on ait des employés qui soient trop payés par rapport à la moyenne, mais que les dividendes, les plus-values, ils soient minimes et reversés à l'État, donc remis sur le pot commun, plutôt que d'avoir des employés qui soient mal payés, tout dans du privé, et que ça aille dans la poche de quelques-uns. Personnellement, je préfère l'autre système. Et après, même au-delà de la question morale, sur la question de l'efficacité et la question pragmatique. Ah mais clairement, mais c'est pas pour rien que d'ailleurs moi je suis pas contre le privé en soi, mais sur des sujets aussi importants, aussi essentiels que la sûreté de nos centrales nucléaires et de notre production d'électricité, je vois pas au nom de quoi en fait on devrait laisser le marché décider tout seul. Il faut y mettre les moyens. Il y a un moment en fait ça va contre l'intérêt national, parce que l'intérêt national c'est d'avoir encore une fois, l'électricité la plus propre, la plus sûre et la moins chère possible. Et ça, dans une économie de marché, encore une fois, il y a un moment, ça va clasher. Quoi. Ça commence déjà. Ça a déjà commencé. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à situer en fait les décisions ou les déclarations. Parce que là, on est à chaque fois dans de la déclaration de la part d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'il veut vraiment relancer ça ? Est-ce que c'est juste de l'effet d'annonce ? Moi, j'ai l'impression qu'il veut le faire, vraiment, il a pris une décision de relance du nucléaire claire, et en tout cas, il met en place les appareils législatifs, il va modifier la PPE dans ce sens-là. Donc, il y a vraiment une relance du nucléaire dans ce pays, peut-être fait sur un mal au hasard, mais au moins, sur un malentendu, ça marche, c'est exactement ça. Mais, à mon avis, de par son logiciel fondamentalement libéral, concurrence, tout ce qui est lié plus ou moins avec... On peut le dire, capitaliste financiarisé. Il ne sait pas mettre les moyens suffisants pour garantir le succès du projet. C'est terrifiant. C'est presque encore pire.
Parce que ça veut dire que c'est pas juste des gens qui défendent des intérêts contraires à ceux de la nation qu'on a en France, c'est en plus des incapables. Mais ils sont capables de penser autrement, à mon avis. Dans leur façon de penser, pour eux, c'est ça la bonne solution. C'est un peu comme Sarkozy qui défendait pieds et mains la concurrence. Pour lui, il l'a dit dans la commission d'enquête, pour moi, je suis convaincu que la concurrence est bénéfique pour tout, n'importe quand. Ça, c'est une idéologie. Et c'est pour ça qu'il a fait la loi NOM, et c'est pour ça qu'on a la reine, et c'est pour ça que EDF est en perte abyssale en ce moment, parce que là, j'ai vu un petit calcul récemment sur les pertes d'EDF, moins 19 milliards. Si on enlevait la reine, qui est une grosse partie des pertes d'EDF, ça me prend un tiers, si on enlevait le surplus dû au rachat d'électricité sur le marché pour le revendre à ses concurrents, parce qu'on a augmenté le tarif de la reine. Donc ça, c'est encore plus, on fout sur la merde d'EDF. Et si on met de côté les problèmes de corrosion sous contrainte, donc les sous-exploitations du parc par rapport à la puissance habituelle, et il y a un autre spot en plus qui faisait quelques milliards, EDF aurait pu rembourser une grosse partie de sa dette actuelle, parce qu'il aurait été à plus de 20 milliards en bénéfices. En total, fait à peu près les mêmes bénéfices, dont une partie est permis grâce à la reine. Le trou d'EDF est fictif, c'est ça que je veux dire, le trou d'EDF est fictif, il pourrait se recombler quand on veut, le trou d'EDF est vraiment fictif. Mais il y a des gens que ça arrange. Comme disait Jean-Bernard Lévy, c'est une pilule empoisonnée, c'est Proglio, pardon. Proglio, c'est une pilule empoisonnée, la reine, qui tue à petit feu EDF. Un petit feu, même assez rapidement, quoi. Et qui fait le taf pour la Commission européenne, parce que pour la Commission européenne, c'est une horreur, EDF, un monopole d'État qui réussit. Oui, mais encore une fois, c'est pas... Il pourrait s'étouffer avec ça. Oui, et ils pourraient s'étouffer, pas parce que moralement ça leur pose problème. Non, c'est parce que concrètement, ça empêche leur caste de faire plus de pognon et de spéculer sur... Et ça heurte aussi leur idéologie, voire même religion, en fait. Ça va... Oui, mais parce que la religion, elle est là pour appuyer la défense de certains intérêts. Tu vois, l'idéologie, elle est pas là pure de nulle part. C'est pas juste un point de vue moral. Non, c'est devenu un point de vue moral et ils sont... Alors là, surtout, quand on commence à parler de la Commission européenne, on voit les décisions qu'ils prennent, et que ce soit sur le plan monétaire, voilà, on l'a vu l'été dernier, où il y a un moment où tu te dis, mais en fait, les gars, au début, ils ont mis en place un système qui leur bénéficie à eux, qui bénéficie à leur caste, ok, mais là, maintenant, en fait, ils sont arrivés à un stade où ils y croient, et où ils sont allés tellement loin que le truc est en train de se casser la gueule, et ils continuent de se persuader que ça marche comme ça. Oui, c'est fou. Mais c'est pire que... c'est vraiment, pour le coup, c'est un raisonnement sectaire, en fait. Oui. C'est pour ça que c'est à la religion, c'est parce qu'il faut c'est une démarche religieuse de la croyance, passer au dogme maintenant. Oui. Et ça va leur retomber sur le coin du nez, quand même. Vu dans l'état dans lequel on est en train d'arriver, oui. Et Emmanuel Macron, qui est peut-être un peu malin et qui sent aussi le sens du vent et l'air du temps. On va dire il est plus proche de la colère populaire que la Commission européenne, donc oui. Ça met une petite pression supplémentaire quand même. Oui. Parce que la Commission européenne, ils en ont rien à foutre, ils sont élus par personne. Oui, on n'est pas élu par grand monde non plus, mais... Pardon. C'est mon opinion. Mais il incarne la source du problème, en quelque sorte, pour les gens. Oui. Alors que la Commission européenne ne l'incarne pas, et puis ils sont plus loin aussi. Oui, puis ils sont plus loin, et ils sont quand même beaucoup plus perchés, quoi. C'est le punching ball, c'est le gouverneur punching ball, en fait, Macron. En même temps, quand on est gouverneur de colonie, on assume aussi. C'est le gouverneur qui applique les décisions qui viennent d'au-dessus, et qui se prend les baffes par le peuple. Ouais, il n'a pas fini. Oui, moi aussi j'ai pensé à Damien Tarel. Spéciale dédicace à Damien, si tu regardes. On va enchaîner sur comment reprendre la main un petit peu, en gros remettre le truc un peu en ordre. Donc l'aspect plus politique de la chose, si j'ose dire, mais parce qu'on nous vend aussi que la réponse au défi de la production d'énergie, ce serait pas de trouver des moyens plus efficaces ou plus productifs de nous approvisionner en énergie, ou en électricité, en l'occurrence avec le nucléaire, mais de tendre vers ce qu'ils appellent la sobriété. La décroissance. Oui, mais c'est pareil. Est-ce que mais ces mots-là, en fait, c'est... Ou quand c'est subi, l'appauvrissement. Voilà, non mais c'est ce que j'allais dire. En fait, ces mots-là, c'est simplement un moyen de nous dire, en fait, vous allez vivre comme des pauvres. Justement, c'est Jean-Marc Jancovici qui fait cette distinction à juste titre, à mon avis,
Quand c'est quelque chose de voulu, donc on ne prend plus la voiture pour prendre le vélo, mais qu'on est content de le faire, parce que ça nous apporte des bienfaits physiques, parce que ça nous fait prendre l'air, etc. Enfin, on peut être content de prendre le vélo, hein, aussi, ça existe. Quand on peut se le permettre, oui. Quand on peut se le permettre, en ville, voilà, c'est surtout les gens en ville, hein, évidemment. Oui, les mêmes gens en ville qui, en général, prennent beaucoup plus l'avion que les gens Ah oui, oui, non, mais je parle pas de cohérence. pour aller là, décompresser après, à Madrid un week-end de temps en temps, comme ça, enfin voilà. je parle pas de la cohérence qu'il y a derrière. Mais moi-même, de temps en temps, je prends l'avion. Hein, donc, Ah non, mais oui, mais tu fais pas la leçon aux gens. Ah non, ça c'est non. Donc, le problème, c'est quand tu passes tes journées à parler d'écologie et que, dans les faits... Oui, l'incohérence comme ça, oui, c'est problématique, en effet. Mais du coup, la sobriété, c'est quand c'est voulu, donc on va réduire notre confort de vie en quelque sorte quand c'est voulu, c'est la sobriété. Par contre, quand on réduit notre confort de vie, que c'est pas voulu, ça c'est l'appauvrissement. Et en l'occurrence, je pense que baisser de 40% l'approvisionnement énergétique final, comme c'est prévu à l'horizon 2050, ça c'est de l'appauvrissement. Oui. Ça ne peut être que de l'appauvrissement en fait. C'est presque divisé par deux notre approvisionnement énergétique à population constante, voire légèrement croissante. À un moment, ça passe pas quoi. Et puis en plus, c'est dire. En plus, à côté de ça, il y a des objectifs pour faire plus de recyclage. Donc le recyclage, c'est utiliser de l'énergie qu'on aurait utilisée pour satisfaire nos besoins, pour recycler les matériaux. À côté de ça, on a aussi envie de neutraliser nos impacts néfastes sur l'environnement. Donc d'aller, par exemple, démanteler les centrales nucléaires. Mais démanteler les centrales nucléaires, par exemple, c'est allouer de l'énergie pour pouvoir les démanteler, ce qui n'aura pas forcément qui va pas satisfaire nos besoins, mais qui va faire du bien à l'environnement, en quelque sorte. Donc, à un moment, ça passe pas quoi, en fait, dans le système. Il y a un truc qui va pas passer. Ou on accepte d'avoir notre balance commerciale qui s'effondre encore plus. Ça, c'est possible. Et de combler le gap avec la dette. A fait le choix, a fait son choix. En fait, on comble le gap avec la dette. C'est quoi? C'est 180 milliards cette année de déficit. On produit plus rien. On produit plus rien. Et en plus, on a des ruptures d'approvisionnement d'énergie, on a des prix qui explosent. Donc, on va produire encore moins. Là, les Américains sont en train de nous pomper le peu d'industrie qui nous restait. Ils se barrent aux États-Unis parce que c'est moins cher. Mais ils ont bien joué. Moi, je dis bien joué, les Américains. C'est nous qui sommes trop cons pour pouvoir anticiper ça. Mais bien joué. C'est nos dirigeants, quoi. Oui, c'est nos dirigeants. Ils sont trop cons ou ils servent. Ils servent toujours aussi les intérêts du. Là, je commence à me douter. Je commence à douter du fait qu'ils servent quoi que ce soit. Parce que là, pour le coup, quand t'as plus rien à produire, t'as plus aucune richesse. Ben non, mais tu deviens un pays du tiers-monde qui exporte tes matières premières, qui te fait piller ton bois, voilà. Donc tu as une économie de service et puis tes matières premières te sont rachetées à des prix... Sauf qu'en termes de matières premières, l'Europe n'a jamais été très garnie. Mais la France, pour le moment, elle a beaucoup de chaînes. Et comme la Chine a décidé d'arrêter de couper ses chaînes et que la Russie a décidé d'arrêter d'exporter les siens, eh bien, vers qui se tournent les Chinois ? Vers la France, à qui là on accepte de piller le peu de ressources. Et ils sont contents en plus. C'est quoi? C'est la culture et c'est la forêt. C'est que nos gouverneurs, parce qu'effectivement je ne vais même pas dire nos dirigeants, c'est nos gouverneurs, là les gouverneurs de la colonie qu'on appelle la France, et présidents de région, et communautés d'agglos, etc., qui sont fin heureux de pouvoir vendre des chaînes qui ont 300 ans, parce qu'ils gagnent 3 francs 6 sous, et que voilà, et c'est génial. Et on va se retrouver, on n'aura plus rien. Eh oui. Non mais oui. Et il nous reste déjà plus grand chose. Et c'est fou, hein, en 50 ans, ils ont quand même réussi à... Et pour réindustrialiser ce pays, parce que ça reste possible, il faut de l'énergie. Et voilà, du coup, on en revient à la question de l'énergie, c'est ça qui est au cœur, quand même, de tout système de production. Donc même si on décide qu'on en a marre de se faire piller, qu'on n'a pas envie de devenir un pays du tiers-monde, pourquoi moi je me bats, il va nous falloir de l'énergie. Oui. Et là, pour le moment, on vit encore sur les acquis du nucléaire des années 70, qui est le dernier, vraiment, enfin, le dernier soubresaut de planification, voilà. De volonté d'indépendance et de souveraineté énergétique, on va dire. Hein, parce que bon, le gaz, on n'en a pas en France. Le pétrole, on n'en a pas en France. Le gaz, on pourra en avoir, du gaz de schiste, parce qu'il possiblement il y en a. Mais bon, l'exploitation. Moi, je cautionne pas. Vu les impacts environnementaux et sanitaires, il y a peut-être d'autres moyens d'exploiter qui sont plus propres aujourd'hui à voir, mais ce serait pour repousser le problème. Oui. Parce que ce serait repousser le problème de 20 ans, peut-être, mais bon. Et puis même pour construire, fabriquer les éoliennes et les panneaux solaires. Il faut une industrie.
Il faut une industrie, puis le jour où les Chinois décident d'arrêter de nous en vendre, toutes les startups qui vivent comme des parasites au crochet de l'État et du contribuable. Et même au-delà du fait de nous en vendre, parce qu'aujourd'hui c'est Vestas quand même qui est pas mal, c'est européen, hein, il y a pas mal de trucs européens qui est fait en France. Au Portugal, pas mal pour les panneaux solaires. Oui, possible aussi, en Europe on va dire. Les Chinois alimentent beaucoup leur marché national notamment, mais ils sont pas encore trop inondés, l'Europe, ça saurait tarder. Mais au-delà de ça, les matières premières, que l'acier, les terres rares, tout le type de métaux en fait qu'on n'exploite pas en Europe et qui sont à l'intérieur, on les a pas, c'est comme ça, on va faire avec, mais si on veut l'échanger avec autre chose, il faut qu'on ait quelque chose à échanger. Il faut qu'on produise de la valeur ajoutée sur d'autres choses. C'est le principe du commerce. Mais t'as pas vu, Macron, il a réindustrialisé la France, il y a la BPI qui a filé 7 millions dans une levée de fonds de 14 millions d'euros à une start-up de chiens dans le métaverse. Dogami, ça s'appelle, je ne mens pas. Voilà. Oui. Non, mais Et puis on a plein de licornes. Oui, qui vendent les licornes, les fameuses. Qui vendent des cartes à jouer, des cartes à collectionner de football en NFT. Voilà. Ça, c'est l'industrie selon Emmanuel Macron. Moi, j'adore. Mais le secondaire. Le principe de l'industrie qui ne produit rien. Mais le secondaire, c'est caca. Tu comprends ? C'est caca, ça pollue, c'est pas bien. Alors qu'on pourrait faire en sorte que ce soit neutre. Au contraire, on pourrait réindustrialiser le pays et en plus faire en sorte que ce soit neutre au niveau environnemental. On pourrait tellement être un leader là-dedans. Mais il faut juste plus d'énergie en fait pour neutraliser les impacts environnementaux néfastes. Parce que ça nécessite forcément plus de moyens, matériels et tout, et pour les avoir, il faut plus d'énergie pour les avoir. Tout est une question d'énergie. Et après, il faut la volonté. Et c'est pour ça qu'il y a la souveraineté. Donc la souveraineté, c'est, j'anticipe ta question, c'est détenir un pouvoir décisionnel sur une zone géographique donnée et sur les entités physiques et morales qui sont présentes sur cette zone-là, sans être soumis à un pouvoir décisionnel extérieur. Ça, c'est la souveraineté, c'est une définition naturelle. Qui réside dans le peuple, pour le coup. Ou tu peux avoir une souveraineté qui réside dans un roi, tu vois, par exemple. Oui, a priori, en France, on a un peu réglé, on a tranché la question, littéralement. Il y a un peu plus de mais en soi, quelle que soit l'entité qui décide, tu peux être souverain, avoir une entité restreinte qui décide. Le temps juste que tu as le pouvoir de prendre des décisions sans être soumis aux décisions des autres. Voilà. Mais une fois que tu as pris ces décisions, c'est très bien. Par exemple, on décide de réindustrialiser le pays. Mais pour la mettre en application dans le monde réel dans lequel on vit, pour réaliser des activités qui permettent d'appliquer ces décisions-là, il faut quoi ? De l'énergie. De l'énergie. Justement, Et est-ce que c'est possible ? D'où la souveraineté énergétique. Voilà, mais du coup, est-ce que c'est possible d'avoir une souveraineté énergétique ? Est-ce que c'est possible en France, concrètement, donc il faut qu'on développe le nucléaire, parce que ça a l'air d'être quand même la meilleure solution pour garantir notre indépendance et notre souveraineté énergétique. L'hydraulique, le premier, mais c'est en capacité limitée. Oui, mais c'est ça, et puis on est déjà en capacité maximale. Quasiment, plus ou moins. En France, le développement du nucléaire, il est directement lié à la notion de planification. Au fait que ce soit l'État, en tant que représentant des intérêts des Français, qui ait planifié tout ça. Et d'ailleurs, si on regarde, la chute, l'abandon progressif du nucléaire est corrélé aussi à l'abandon des politiques de planification. Au-delà même du nucléaire, le système énergétique en soi doit être planifié. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est possible d'avoir une politique énergétique qui nous fasse tendre vers l'indépendance et vers la souveraineté sans planification ? Non, pour moi non. À partir du moment où l'industrie énergétique, comme le dit Arnaud Montebourg dans sa commission d'enquête d'ailleurs parlementaire, qui est très bonne je trouve, à partir du moment où l'industrie énergétique est la condition même pour que tout le reste de l'industrie fonctionne, secondaire et tertiaire, et même l'agriculture en soi, on ne peut pas financiariser et économiser ou mettre un prix quelconque sur le système énergétique. C'est le serpent qui se mord la queue, à un moment ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Il faut, c'est quelque chose de purement régalien. Garantir la souveraineté énergétique d'un pays,
Donc garantir un approvisionnement stable, soutenable et commode à toutes les entités morales et physiques d'une zone géographique donnée, souveraine en l'occurrence, c'est quelque chose de régalien, fondamentalement régalien. Et ça ne peut se faire que par une organisation, une anticipation, une planification d'un État. Pour embrayer là-dessus, dans le cadre... bon, là, on est quand même en train, je crois que c'est assez clair, de vivre une crise qui signale un peu la fin de la mondialisation. Dans ce cadre-là, on est en train de se rendre compte, et le Covid a été un peu le révélateur de ça, on est en train de se rendre compte de l'importance de relocaliser la production, qui a été délocalisée dans le même laps de temps qu'on a arrêté de planifier la production d'énergie d'ailleurs, comme quoi, voilà, c'est peut-être lié. À partir du moment où on arrive en rupture, c'est les pays qui produisent qui vont privilégier leur approvisionnement marché intérieur. Ah oui. On l'a vu avec le matériel médical, les masques, les médicaments. Mais ça tombe tellement sous le sens. Oui. Un enfant de CP pourrait savoir ça. Après, je dis pas que tout le monde a un esprit logique, mais... mais dans tous les cas, là, le fait est qu'on va devoir recommencer à produire nous-mêmes. Ce qu'on produisait avant, les choses dont on a besoin. Donc, pour tenir des objectifs de production industrielle, déjà, là, dans l'état actuel du pays, on a besoin d'énergie, ne serait-ce que pour le faire fonctionner au minimum. Donc, pour commencer à produire à nouveau en France, et je parle pas de produire 3 costards en velours et des glaces made in France, coucou Arnaud Montebourg, désolé, non mais c'est vrai, je veux dire, pour tenir des objectifs de production industrielle, on va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie que ce dont on a besoin maintenant. Donc la question, c'est pas tant est-ce que c'est faisable parce qu'on va pas avoir le choix, mais comment est-ce que... Selon dans mon livre, je fais un scénario qui, suite à mes conclusions sur la souveraineté énergétique, qui envisage ce que serait le mix énergétique de la France qui serait le plus à même d'être respectueux de la souveraineté du pays. Pour ça, j'ai été beaucoup moins optimiste, on va dire, sur les optimisations de consommation d'énergie finale que différents scénarios comme Négawatt ou l'ADEME qui tablent sur des réductions vraiment très fortes. Donc ça va de 40%, ça oscille entre 30 et 40% en général, Négawatt c'est encore plus. Pour moi, là, on atteint un niveau d'appauvrissement et c'est pas ce que je veux pour mon pays. Moi, j'ai juste prolongé les tendances actuelles, donc on est à peu près à du moins 17% en tout d'approvisionnement énergétique final. Donc, à part pour le côté industrie, où j'ai dit on fait plus 30%. C'est arbitraire, mais en tout cas, je parie qu'on va réindustrialiser ce pays, qu'il y aura une plus grosse demande de consommation d'énergie. Ouais. J'en arrive à la conclusion qu'il faut, même en augmentant notre production d'électricité et de chaleur d'ailleurs, aussi d'hydrogène et de gaz de synthèse, avec de la biomasse, avec du nucléaire, avec de l'hydraulique, avec de l'éolien aussi, du photovoltaïque, parce que ça a quand même des avantages non négligeables. Et il faut, ça permet d'économiser du combustible, d'économiser de l'eau qu'on ferait chuter dans des chutes d'eau, etc. Oui, après il faut encore une fois que ce soit planifié et pas que ce soit le Far West exactement. comme on a non, mais bien sûr, la façon de le faire, est très très importante aussi. Et j'en arrive à la conclusion, juste pour l'aspect nucléaire, qu'il nous faudrait l'équivalent de 70 EPR2 sur le territoire. Je dis pas de dire rajouter 70 EPR2 par rapport à aujourd'hui. Là non, on a déjà 56 réacteurs. Avec juste le niveau d'hyperventilation, là je pense qu'il y avait moyen de réindustrialiser au moins tout le Nord. C'était les 70 réacteurs en plus, là tu te dis ouh, merde. Non, de toute façon il va les falloir en plus un moment parce que ceux qu'on a actuellement ils vont arriver en fin de vie. Donc dans tous les cas il faut les construire, les 70 EPR2. Combien de temps je sais pas, mais ça, il faut les construire. 70 réacteurs qui ont une puissance de 1600 MW. Okay. Il y a du boulot. Au moins. Donc pour répondre à ma question du début, tu vas pas perdre ton boulot demain à cause de la chute de déni du rôle. Je suis pas prêt de perdre mon boulot à mon avis. Mais l'industrie nucléaire a beaucoup pâti du nucléaire bashing qu'il y a eu depuis des années et les compétences et les connaissances sont quand même pas mal dispersées, perdues. Et avant qu'on va pouvoir réussir à recréer le tissu industriel qu'on avait avant, maintenant que la volonté politique est là, mais ça va prendre du temps. Et encore une fois, c'est une course contre la montre qu'on a contre la réduction des ressources en énergie fossile et contre le réchauffement climatique. On va être les dindons de la farce parce que nous, on n'exploite pas d'énergie fossile sur le territoire, donc dès qu'il va y avoir des baisses d'approvisionnement, ce qui est déjà plus ou moins le cas, les premiers à en subir les conséquences, c'est les pays importateurs. Oui, parce que c'est ça, comment redevenir un pays indépendant quand là on est dans un contexte géopolitique où il y a... On ne sera jamais totalement indépendant. Non, mais
plus ou moins. maximiser notre indépendance. Oui. Puis c'est-à-dire que, encore une fois, si tu es exportateur d'électricité vers toute l'Europe, tu joues pas avec les mêmes cartes que si tu es un pays qui sert à rien. C'est un mélange de on va tout faire, là où on peut être autonome le plus possible, ou indépendant, c'est plus le terme, le plus possible on le fait, et sur ce qu'on n'a fatalement pas chez nous, en termes de matières premières, on l'échange avec ce qu'on produit. C'est la base en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est la base de la politique. J'ai l'impression que du commerce, c'est une évidence voilà. en disant ça, mais c'est une évidence. C'est très matérialiste comme façon de voir les choses, mais, mais en même temps, je crois que la réelle politique. Concret, oui, mais là, je crois que en fait, il faut revenir un petit peu à ça, parce oui, que là, nos sociétés, notamment les sociétés occidentales, sont quand même bien partis dans un délire abstrait de spéculation financière, de valorisation de titres, de dettes futures, parce machin. que ce qui nous nourrit, ce qui nous chauffe, ce qui nous donne notre confort, c'est du bien matériel, c'est dans ça. le monde à la réel. fin, tu ne manges pas des dollars inventés dans la bulle financière. Ou même du papier, pareil. Non, mais tu manges pas du papier non plus, mais là, on n'en est même plus au niveau du papier, quoi. Enfin, on est encore... C'est pour ça que j'aime à dire, parfois, si jamais le monde s'effondre, etc., un rouleau de PQ vaudra plus cher qu'un billet de dollars, hein. Enfin, un billet de 10 $. Ça a une utilité autre que un billet de 10 $. C'est ça. Si on n'a pas de patates, on peut avoir tous les chiens virtuels dans le métaverse qu'on veut. Voilà, on va mourir. Voilà. Donc pour pas que la France ne meure, il va falloir très 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 sérieusement planifier notre souveraineté énergétique. Oui. Et ça, avec les gars au pouvoir aujourd'hui... Il y a du souci à se faire. Ouais. Là, on va sur une il nous faudrait un verre, parce que là, moi, j'ai envie de picoler. Là, on va sur une bonne direction, mais c'est sur un malentendu, je pense, en fait. Ouais, oui, c'est ça. C'est plus sur un malentendu, sur un véritable projet. Et il nous en faut un projet de société. Ouais. Un projet qui dépeint ce que serait la France selon une personne à un certain horizon. Et c'est ce que je déplore dans ce pays, c'est qu'on est très bon pour proposer des soins, mais proposer des remèdes sans avoir fait de diagnostic avant, et encore moins sans savoir ce qu'on veut au bout du compte. C'est comme un capitaine de navire dans son bateau. Si tu veux aller commercer de la canne à sucre, tu vas pas mettre le cap sur l'Antarctique. Hein? Nous, on n'a même pas défini ce qu'on veut, on sait même pas ce qu'on veut commercer en fait. Et puis le gars qui est sur le bateau, il se rend même pas compte qu'il est sur un bateau en plus. Voilà. Donc déjà, et ça c'est le rôle du politique à mon avis, c'est de savoir ce que l'on veut au bout du compte. Après, en fonction de ce qu'on a défini vouloir, donc un projet, ça c'est le projet politique, pas besoin d'aller dans le concret, pas besoin de dire il faut tant de renouvelables, tant de nucléaire, tant de machin. Non, ça c'est le rôle des experts, enfin c'est le rôle des techniciens en fait, de déterminer. Voilà, normalement c'est ça. T'as le politique qui dit écoutez, moi je veux aller là pour la France. Je veux ça. Je vous propose ça. Voilà. Si vous votez pour moi, je considérerais que c'est vers là aussi que vous voulez aller. Et puis pour y aller, maintenant je vais demander aux gens qui connaissent la technique. Exactement. Voilà. Et puis peut-être les gens qui connaissent la technique, ils vont me dire alors oui là l'objectif il faudrait peut-être le recadrer un petit peu parce que ça c'est physiquement pas possible. Voilà. Donc là tu vas être obligé de faire des compromis, etc. Mais globalement la grande direction c'est ça. Et moi aussi je le déplore et ça franchement on en a déjà parlé, on va se retrouver à fond là-dessus, mais c'est terrifiant qu'aujourd'hui t'aies aucun politique qui arrive avec des grandes orientations. Ils sont tous là à se crêper le chignon sur les moyens, à faire du cirque sur oui mais il faut réduire la part du nucléaire, non il faut l'augmenter, et personne ne sait pourquoi. Oui, exactement. C'est fou quoi, c'est fou. Il n'y a personne qui pose la question. Enfin voilà, là, nous on en est arrivé à il n'y a plus de production dans ce pays, il faut remettre de la production dans ce pays parce qu'on va avoir besoin de manger, de se chauffer et d'avoir des maisons et des biens de consommation pour survivre en fait. Donc on définit notre objectif à un horizon donné, on en déduit, enfin non c'est même pas ça, on définit ce qu'on veut pour la France à un horizon donné, on en déduit un cap, un objectif clair. Après, on nous dit est-ce que c'est physiquement possible ou pas. En fonction, on réajuste un peu. Voilà. Et après, après le cap, on dessine la carte. En fait, la cartographie de comment on y va. Exactement. Oui, après, parce qu'il y a des obstacles, etc. Donc il faut les connaître, ces obstacles. Oui. Et après, en fonction de ça, on définit la trajectoire qui nous permet d'arriver à ce cap en fonction de là où on est initialement. C'est pas compliqué, c'est ce que faisaient les capitaines de navires avant. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que les Vikings ont fait. C'est ce qu'on cherche comme un dirigeant, c'est un capitaine de navire, c'est ce qu'on cherche. Oui. Et qui en même temps te dit écoutez, moi je vous propose de vous amener là, puis les gars ils montent ou pas. Voilà.
En plus, oui, c'est ça. Et puis il y aura sûrement des obstacles, des trucs pas prévus sur la route. Ça, c'est le lot de, toutes Et les après, aventures. Exactement. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal comme mot de la fin. Là, il y a... Moi aussi, je trouve que c'est pas mal, ouais. La France comme grande aventure. Cherche capitaine. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Ouais. On est dans la merde. Il y a du boulot, quoi. Ouais. Il y a vraiment du boulot. Mais c'est pas à désespérer. Et c'est pas une fatalité, en fait, c'est ça aussi le truc. Généralement. Oui. Alors, et puis la France, on est tellement. Enfin, c'est incroyable. On fait des hauts et des bas dans l'histoire. Hein, mais que ça, en foot, en rugby, c'est pareil. C'est-à-dire que on va avoir un génie, un truc où le monde entier va être là, genre, waouh, les Français, mais c'est des ouf. C'est un truc génial, ils arrivent à travailler comme un seul homme et tout. Enfin, je pense du monde, voilà, mais et puis une génération plus tard, on sert à rien, on lèche les bottes des mecs à côté, tu sais pas pourquoi. Et ça fait naître après. Voilà. Donc là, je pense qu'on est quand même dans le creux de la vague. Oui, moi aussi. Voilà, donc comme dirait SOS Détresse Amitié, un bon coup de talon et hop, on monte à la surface. C'est ça. Non, mais bon, après, voilà. Il faut pas désespérer non plus. On s'est remis quand même de la moitié de notre pays occupé par l'Allemagne, qui avait pillé toute notre industrie et tout. Alors, c'est pas le même. Je dis pas que ça va pas encore forcément s'empirer pour qu'on puisse avoir le déclic. Il en faut peut-être encore une couche pour qu'on se réveille. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on se réveillera. Moi, je pense que les Français sont déjà réveillés, en fait. C'est les élites, et je mets élites avec des très gros guillemets. Je pense que c'est les élites en fait qui ont fait sécession en fait, qui se sont mises à vivre dans leur monde parallèle et qui là sont complètement paniquées à l'idée de leur propre effondrement et qui savent pas comment gérer, donc ils tapent et ils persistent au lieu de dire je sais pas, moi j'aurais du respect pour les mecs s'ils venaient me dire à la télé, voilà, on s'est trompé en fait, ça fait 40 ans qu'on fait n'importe quoi avec ce pays, on est désolé. On va vraiment essayer d'arranger les choses. Il n'y a personne qui dit ça. Même les partis qui se sont déjà effondrés. Oui, et puis il faut même pas le mea culpa de leur propre. Non, et puis même quand bien même ils le feraient, tu vois tout de suite en fait, tu le vois, tu le vois que c'est que de la gueule quand Macron il dit ah oui j'ai appris à aimer les Français. Tu te rends compte quoi, c'est. J'ai appris à aimer. Mais donc, tu crois que t'es j'ai été élu, je l'ai détesté. Ouais. Finalement, je l'ai appris à aimer les Français parce que j'avais pas le choix. J'étais président des Français après tout. Ouais. Oui, il était président, il était gouverneur. Voilà. Gouverneur de sa colonie là. Bon, sur ces entrefaites, merci beaucoup Maxime Amblard. De rien, c'était un plaisir. Très bon plaisir échange. Partagé, à refaire. Je rappelle ton livre, Abondance et pénurie, les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique. Alors, je précise pas disponible sur Amazon ni sur la Fnac, malheureusement. Il est disponible en librairie, donc vous pouvez le commander auprès de votre libraire si vous voulez. Ou sinon sur le site du Cercle Aristote, c'est aussi, vous pouvez le commander sur le site et il arrivera à un moment. Ok, ça, c'est, en même temps c'est un peu à l'image là, de l'industrie c'est pas française. Les délais de livraison d'Amazon, quoi. Donc il faut être un peu plus patient, mais il arrivera. C'est à l'image de l'industrie française et puis des pièces pour les voitures. Oui, ouais, c'est la même chose, c'est pénurie, il y a le mot dedans. Allez, voilà. Écoute, encore merci, et puis prenez soin de vous.